Bienvenue, bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition de capsule informative de la Fondation En Cœur, la première de l'année 2021. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter la bonne année, même si c'est un peu cliché, on va vous souhaiter la santé, le bonheur et l'épanouissement pour la nouvelle année. On aimerait que les choses redeviennent à la normale, mais je pense que l'effort de tous et chacun dans l'obtention de le retour vers la normale, on va y arriver. Donc, je vous souhaite une bonne année. Sans plus tarder, aujourd'hui, on fait une capsule sur le sujet qui est la maladie de Kawasaki. Et on reçoit le docteur Dada, qui est un professeur à l'Université de Montréal et pédiatre également. Dr Dada est un spécialiste en ce qui concerne la maladie de Kawasaki et sera disponible pour répondre aux questions qu'on aura après la présentation ou pendant. Je vous invite à poser les questions sur le Facebook Live. De cette façon, nous pourrons les récupérer puis les poser directement au Dr Dada. Donc, pour commencer, saviez-vous que la maladie de Kawasaki, c'est la maladie la plus acquise au niveau des malformations cardiaques, au niveau des enfants qui naissent avec des malformations cardiaques? On retrouve à peu près entre 150 et 200 enfants en bas âge qui peuvent contracter la maladie de Kawasaki. Dr Dada pourra confirmer cette statistique, mais j'aimerais premièrement que le docteur Dada se présente et nous pourrons embarquer dans certaines questions par après. Donc, bonjour, docteur Dada. Bonjour, merci, M. Deslauriers. Il me fait plaisir d'être avec les gens qui ont cet intérêt d'apprendre sur la maladie, que ce soit des familles qui ont déjà un enfant qui avait été atteint de la maladie de Kawasaki, comme d'autres familles qui n'ont pas eu cet incident dans leur parcours. C'est important de connaître la maladie parce que souvent, les maladies acquises, c'est de bouche à oreille qu'on apprend et on est capable de diagnostiquer plus vite. Donc, vous venez de dire, oui, c'est la maladie qui est la plus fréquente, la maladie acquise sur le cœur, la plus fréquente qui pourrait attraper l'enfant. Ça fait de longues années quand même, c'est devenu la première et ça a remplacé le rhumatisme articulaire aigu, qui était une maladie bien connue dans le temps. Et c'est une maladie qui est relativement rare, mais son impact peut être assez intense sur le cœur des enfants. C'est pour cela que, comme cardiologue pour enfants, je me suis intéressé à la maladie depuis de longues années déjà. Je fais beaucoup de travail de recherche ainsi de clinique là-dessus. Merci, Dr Dada. Pouvez-vous nous dire, pour commencer, un peu l'historique de la maladie de Kawasaki? D'où est-ce que ça vient? Oui, comme son nom l'indique, c'est un nom japonais. C'est le professeur Kawasaki qui malheureusement est décédé cette année en juin de vieillesse, de grand âge, donc un décès naturel. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il œuvrait comme pédiatre à Tokyo avec la Croix-Rouge et il a constaté qu'il y avait des enfants qui se présentaient avec des symptômes qui se ressemblaient, mais qui étaient très intenses, beaucoup de fièvre, beaucoup de signes cliniques qu'on va discuter tout à l'heure. Avec le temps, dans les années 60, il a trouvé quand même que cette maladie-là ou ces symptômes causaient des problèmes assez sévères chez les enfants. Il y avait même des décès, des problèmes coronariens, des problèmes cardiaques sévères. Et c'est comme ça qu'en 1967, le professeur Kawasaki a fait sa première publication citant une maladie qui atteint les jeunes enfants, qui faisait beaucoup de fièvre, rougeur dans les yeux, rougeur sur la peau, des ganglions dans le cou, des sécrétions dans la bouche, des gerçures dans la bouche, dans la langue, etc. Et donc, c'était un éveil. Depuis 1967, c'est devenu de bouche à oreille, puis avec les publications médicales, une maladie connue partout dans le monde. Ça, c'est pour l'histoire. Dites-moi donc, docteur Dada, comment est-ce qu'on peut contracter la maladie de Kawasaki? Est-ce qu'il y a des risques? De quelle façon est-ce qu'on contracte la maladie de Kawasaki? Tout à fait, exactement. C'est une maladie qu'on n'est pas né avec. Par contre, on pense qu'on a une prédisposition génétique à développer la maladie
Et donc, il y a certaines familles ou certaines ethnicités qui sont plus à risque d'avoir la maladie un jour durant leur jeunesse. Par contre, ce n'est pas une maladie contagieuse. C'est-à-dire, si j'attrape la maladie, les gens autour de moi, la famille, les amis, ne vont pas nécessairement l'attraper, presque souvent pas du tout l'attraper. On sait aussi que très probablement, il y a un facteur infectieux ou environnemental qui va causer un dérèglement de l'immunité de l'enfant et donc faire cette inflammation super aiguë dans le cœur, causer des anticorps qui vont attraper le cœur, les vaisseaux et causer la maladie. Donc, elle n'est pas contagieuse, il ne faut pas être effrayé si un enfant l'attrape, il ne faut pas être effrayé pour les autres, mais il faut être à l'éveil pour le diagnostic de l'enfant même. Puis, c'est très intéressant, mais dites-moi donc, parce que nous, dans le cadre des capsules, on a beaucoup de familles qui sont des parents ou des enfants eux-mêmes qui sont nés avec une malformation cardiaque. On se pose beaucoup la question à savoir la relation entre l'enfant qui naît avec une malformation cardiaque et le diagnostic ou la maladie de Kawasaki. Est-ce qu'il y a un lien rapproché entre ces deux réalités-là? Être né avec une malformation cardiaque ne représente pas un risque d'attraper la maladie de Kawasaki comme telle. Ça reste quand même rare chez les enfants avec malformation cardiaque opérée ou non. On en voit très occasionnellement des enfants nés avec une malformation qui vont attraper la maladie de Kawasaki. On n'en est pas humain, mais ce n'est pas un risque en particulier. Par contre, on sait que, étant donné qu'il y a une prédisposition génétique, il y a peut-être un peu plus de chances que dans la fratrie d'un patient de maladie de Kawasaki attrape la maladie un jour. Surtout encore plus peut-être chez les enfants jumeaux, les grossesses gémellaires, les enfants jumeaux, parce qu'ils ont pratiquement le même bagage génétique très, très semblable. Mais sinon, je répète que les enfants qui sont nés ou opérés d'une malformation cardiaque ne sont pas à risque à s'en inquiéter. Puis, si, par exemple, j'ai eu la maladie de Kawasaki, est-ce que c'est plus probable que mes enfants l'aient? Je sais que vous en avez glissé un petit mot, mais est-ce que, tu sais, pour être vraiment bien clair, est-ce que il y a plus de chances que mes enfants contractent la maladie de Kawasaki si moi je l'ai eu auparavant? La réponse est oui, mais ce n'est pas un risque élevé. C'est-à-dire, il n'y a pas 50% de chance ou 20% de chance. Ça reste très, très, très réduit comme risque d'avoir la maladie de votre enfant. C'est peut-être un peu plus que la population générale. Donc, dans une famille qui n'en a jamais eu, c'est peut-être un peu plus élevé, mais honnêtement, il ne faut pas vivre avec le souci que mon enfant pourrait avoir la maladie. Ce n'est pas comme le diabète où le risque est plus élevé, l'hypertension, le risque est plus élevé, ou certains cancers où le risque est plus élevé. Heureusement, c'est une maladie rare. On veut qu'elle reste rare. Et la rareté est un peu plus prédominante dans la famille, mais pas plus que ça. D'accord. Puis, pour les gens peut-être qui se posent la question, les signes, là, tout à l'heure vous en parliez, peut-être en répéter, voir qu'est-ce qu'on doit observer. Puis là, je comprends qu'il n'y a pas plus de disposition pour un enfant qui est né avec une malformation cardiaque qu'un enfant normal ou du moins qui n'a pas de diagnostic de malformation cardiaque qui peut contracter ou pas la maladie de Kawasaki. Mais est-ce que les signes ou du moins qu'est-ce qu'on doit observer pour un parent, parce qu'il y a beaucoup de parents qui écoutent ce Facebook Live-là, est-ce qu'il y a des symptômes ou des choses qu'on doit vraiment porter attention particulière si jamais on voit quelque chose apparaître au niveau soit de la bouche ou quoi que ce soit chez notre enfant? Tout à fait. Et je pense que c'est très important. Je répète que dans le temps même de nos jours, c'est souvent dans la famille, dans l'entourage, avec les voisins qu'on commence à discuter, bon, mon enfant a tel symptôme, qu'est-ce que ça peut être? Ça a toujours été les grands-mamans qui étaient les mêmes docteurs à poser les diagnostics des maladies fébriles infectieuses chez les enfants, puis aller voir le médecin. Et je pense qu'il faut garder cette force où la société reconnaît les symptômes et les signes qui peuvent nous orienter vers un bon diagnostic. Donc,
maladie fébrile, donc elle fait de la fièvre assez élevée, 39, 40. La fièvre va perdurer plusieurs jours, au moins 5 à 6 jours. Si on ne la traite pas, ça va durer encore plus longtemps, 10, 14, 15 jours. Mais on ne veut pas rater la période où le traitement est efficace, c'est-à-dire en dedans de 9 à 10 jours maximum, il faut que l'enfant ait reçu le traitement. Mais là, on ne veut pas non plus attendre 9-10 jours parce que c'est limite, le traitement de plus en plus deviendrait moins efficace une fois reçu après le 9e jour. Donc, prenons un enfant jeune ou moins jeune, malgré que 80% des enfants qui attrapent la maladie sont à l'âge préscolaire, donc en bas de l'âge de 5 ans, tous les âges jusqu'à l'âge de l'adolescence sont quand même à risque, peut-être moindre, mais ils le sont. Donc, il y a la fièvre très élevée. Souvent, on n'a pas une explication. Ce n'est pas une gastroentérite qui l'explique, ce n'est pas une infection urinaire, ce n'est pas une otite, une infection de la gorge. Donc, typiquement, il n'y a pas de diagnostic précis pour expliquer la fièvre. La fièvre va durer plus que 5 jours. Mais avec ça, on a les yeux qui deviennent rouges, bien injectés, sans qu'il y ait des sécrétions dedans. Donc, il n'y a pas de pus qui sort, mais juste injecté rouge. La peau avec un rash qui peut être un peu n'importe où, le visage, les bras, le thorax, le dos, les jambes. Ça peut être dans certains endroits, mais pas tous. Et c'est une rougeur de la peau qui s'associe avec la fièvre, avec la rougeur des yeux. Un troisième symptôme, c'est la bouche qui devient gercée, rouge, les lèvres parfois même craquelées, un peu saignantes. Et finalement, un gros ganglion peut paraître dans le cou d'un côté ou de l'autre. L'autre symptôme qu'on peut voir, c'est œdème dans les mains donc les paumes et les plantes des pieds avec une certaine rougeur. Évidemment, quand tous les symptômes sont présents, c'est relativement facile de dire, bon, c'est très probablement la maladie de Kawasaki, mais il faut se méfier, surtout chez les très jeunes, les moins de 1 an, on n'a pas toujours tous les symptômes. Parfois, c'est 3 ou 4 symptômes, mais pas tous. Donc, pour répéter, fièvre élevée, sans beaucoup d'explications, qui dure plus que 4-5 jours, avec les autres symptômes, il faut au moins se poser la question, au moins appeler le médecin ou aller à l'urgence, voir de quoi il s'agit. Habituellement aussi, on va se dire, bon, c'est une otite, on donne l'antibiotique et la fièvre persiste. Donc, aussi, c'est connu que la maladie de Kawasaki ne répond pas aux antibiotiques. Donc, c'est un autre signe d'éveil à avoir. Parfait, merci beaucoup pour ça. Souvent, les gens nous posent la question parce qu'on vit une période historique là, avec la COVID. Les gens sont plus, ils sont plus restreints, ils veulent moins aller à l'hôpital parce que, bon, c'est déconseillé d'y aller. Est-ce que, malgré bon, les symptômes que vous avez mentionnés tout à l'heure, c'est important? Tu sais, je pense que oui, là, mais je veux dire peut-être de l'entendre de vous que si on voit vraiment ces symptômes-là, parce que souvent, on apparente la fièvre à la grippe ou tu sais, les enfants vont à la garderie. Souvent, c'est leur première année, donc ils récoltent beaucoup de bactéries, puis de microbes, puis fait en sorte qu'ils sont souvent ou un peu plus malades que les autres enfants qui ça fait plusieurs années qu'ils sont à la garderie. Mais il faut rester quand même vigilant. C'est bien ça. Il faut s'assurer que, surtout, dans le fond, ce que vous dites, c'est par rapport à la fièvre qui n'était inexpliquée. Là. Il n'y a pas de symptômes qui n'est pas au niveau du nez qui coule ou l'irritation. Est-ce que l'enfant, faisant de la fièvre, est irrité au même titre qu'un enfant qui pourrait avoir une bactérie ou avoir la grippe, par exemple? C'est vrai que le niveau de l'irritation inexpliquée qui dépasse le degré de la fièvre, un enfant qui fait de la fièvre, oui, il n'est pas bien, mais dans la maladie de Kawasaki, on a une irritabilité un peu plus tangible, pas inquiétante, mais plus tangible. Et les parents reconnaissent ça. En baissant la fièvre, ça va mieux, mais surtout quand on reçoit les immunoglobulines, le traitement intraveineux, les gens nous disent, bon, ça va vraiment, vraiment bien parce que ça fait tout un changement. Elle est beaucoup moins irritable. Parlant du COVID et se posant la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je dois aller à l'hôpital ou non, à l'urgence ou non? La réponse est oui. Tout simplement, si c'est vraiment la maladie de Kawasaki, puis on a raté les journées, la bonne fenêtre thérapeutique où le traitement est efficace, c'est que le risque sur le cœur des complications, c'est un enfant sur 3, ce qui est trop. Et les complications peuvent être très méchantes. Donc, on ne veut pas rater cette opportunité d'aller diagnostiquer.
Maintenant, ça, c'est si je ne vais pas à l'hôpital ou à l'urgence, il y a un grand risque. Un enfant sur trois peut avoir des complications très intenses à long terme. Si je vais à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? Surtout maintenant, on a passé déjà la première vague. Les urgences, les hôpitaux, les cliniques, tout le monde est bien équipé pour protéger la famille et les enfants de la COVID s'il y en a dans le milieu hospitalier. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller là. Il faut naturellement suivre les consignes, porter ses masques, se laver les mains, etc. Donc, il faut prendre les consignes, mais il ne faut pas avoir peur d'aller consulter. Maintenant, est-ce qu'on va, dès qu'il y a la fièvre, le premier jour? La réponse est non. Est-ce qu'on peut avoir un conseil téléphonique au bout de 3-4 jours? Est-ce que mon enfant pourrait avoir telle maladie ou telle maladie? Naturellement, ces choix sont aussi ouverts. Donc, l'important, ne pas décider de ne pas y aller parce qu'il y a la COVID. On sait comment, au mieux possible, éviter la contagion de cette maladie-là. Et deuxièmement, si on n'y va pas, on met notre enfant à risque de complications à long terme. Est-ce que encore une fois, dans le contexte actuel de la COVID, les symptômes de la COVID versus les symptômes de la maladie de Kawasaki, parce qu'on on vous entend parler là, avec la température, les symptômes, tout ça, est-ce qu'il y en a qui s'apparentent l'un à l'autre et qui pourraient, est-ce que il y a des façons de bien déterminer que c'est bien la maladie de Kawasaki ou non, que c'est la COVID ou c'est Il y a autre une chose? certaine ressemblance et c'est comme ça qu'au printemps, en France, en Italie, puis en Espagne, des gens ont trouvé qu'il y a pas mal d'enfants quand même, des séries d'enfants, disons, qui se présentaient à l'urgence avec des symptômes qui ressemblaient à la maladie de Kawasaki. On est capable relativement de distinguer entre les deux. Est-ce qu'on est capable à 100%? La réponse est non. Mais maintenant, rendu à là où on connaît c'est quoi la COVID, qu'est-ce que ça fait chez l'adulte et qu'est-ce que ça fait chez l'enfant, les choses sont encore plus claires que l'année passée. En d'autres termes, la COVID, ça cause une pneumonie, une infection dans les poumons chez l'adulte qui est très sévère. On manque d'oxygène, on a besoin de traitements spécifiques pour les poumons. On a besoin de traitements pour la coagulation, pour ne pas faire des caillots. On a besoin parfois de support de la respiration et de la fonction cardiaque. Les enfants ne vont pas faire l'infection pulmonaire sévère comme chez l'adulte. Mais quelques semaines plus tard, après la contagion, le contact avec le virus, ce qui se passe, c'est un état inflammatoire qui ressemble un peu à la physiologie de la maladie de Kawasaki. On n'a pas une infection dans les poumons, mais on a les anticorps qui vont faire une réaction dans nos cellules, dans nos vaisseaux et dans notre cœur, dans nos intestins. Donc, il y a une certaine ressemblance, mais ce n'est pas pareil. Et étant donné qu'il y a cette ressemblance, ce qui a été décidé ou ce qui a été fait depuis l'année passée, la première vague, le traitement des deux conditions, la COVID de l'enfant ou le syndrome multisystémique inflammatoire de l'enfant et la maladie de Kawasaki reçoivent le même traitement. Les deux reçoivent les anticorps intraveineux, ce qui est efficace dans les deux maladies. Et cette dernière année, on a commencé à donner beaucoup plus souvent la cortisone parce qu'elle peut être plus efficace aussi dans la maladie de Kawasaki et surtout dans la COVID inflammatoire de l'enfant. Si je refais un résumé, ces deux conditions qui se ressemblent sans être la même, on a des moyens de les distinguer. Et le plus facile dans tout cela, c'est que le traitement est pas mal identique et assez efficace. C'est bon à savoir parce que je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes en cette période très difficile pour tout le monde, sans précédent, évidemment. Puis, ça fait quelques fois que je vous entends parler des traitements intraveineux et également au niveau d'hémoglobine et tout ça. Comment ça se traite finalement, la maladie de Kawasaki? Ça a été déterminé dans la fin des années 80, début 90, que le meilleur traitement, c'est des anticorps, immunoglobulines intraveineuses. On connaît la dose qu'il faut donner. Ça se passe au bout de 10 heures de temps, donc transfusion tranquille dans les veines. Et typiquement, 80-90% des enfants, au bout de ce traitement, ils sont guéris, ils se sentent bien, ils font plus de fièvre, l'irritabilité disparaît pratiquement, les rougeurs et tout ça se remet en place.
il y a quand même un certain pourcentage, 10-15% d'enfants, qui risquent de ne pas répondre bien au traitement. On va donner une deuxième dose, on va donner de la cortisone ou d'autres molécules qui peuvent aider les immunoglobulines à être efficaces. Est-ce que lors de ces traitements-là, la question qui revient, c'est est-ce qu'on peut recontracter la maladie de Kawasaki ou est-ce qu'on l'obtient ou est-ce qu'on l'a seulement qu'une fois dans notre vie? C'est typiquement une seule fois dans la vie, typiquement. Des rechutes, on en a vu, on en connaît, surtout quand c'est proche de la première phase d'inflammation. Donc, on traite l'enfant, ça va bien, il répond une, deux journées ou une, deux semaines plus tard. Il se peut qu'il y ait un certain nombre d'enfants qui vont réactiver l'inflammation. Mais la majorité des cas qui font ça, c'est très proche du premier épisode. Plus on s'éloigne, plus le risque est mineur. C'est exceptionnel d'en voir une année ou 2 ans plus tard. Très exceptionnel. Donc, pour rassurer finalement les gens qui écoutent, la maladie de Kawasaki finalement se traite n'est pas. C'est sûr que les signes sont présents, il faut interagir je veux dire, avant les 9 premiers jours, si je comprends bien, si on veut s'assurer que le traitement soit fonctionnel. Et heureusement, la médecine nous permet de dire qu'on peut passer au travers finalement cette épreuve-là. Et il y a de très bonnes chances, à 90%, que notre enfant ou nous-mêmes puisse avoir une qualité de vie normale par après, là. Tout à fait. Et je reprends des chiffres statistiques qui peuvent vraiment faire cet éveil dans la population. Un enfant qui n'est pas traité avec les anticorps, c'est 30-35% de risque d'anévrisme coronarien. Un enfant qui est traité à temps, entre 4 et 9-10 jours à partir du début de la fièvre, c'est à peine 3%. Donc, on diminue de 10 fois le risque chez ces enfants. Donc, il faut vraiment le connaître. Ben, oups. Excusez-moi. Là, donc, dans le fond, c'est important de dire aux gens, finalement, d'être à l'écoute de la santé de notre enfant, mais aussi de son bien-être, je pense. Puis, si on répète peut-être les symptômes qu'on peut voir arriver dans le cas de cette maladie-là, puis à ne pas confondre aussi avec la COVID, parce que, bon, on vit cette période-là. Mais au niveau des rougeurs, je pense que c'est ce qui est plus frappant là, au niveau des premiers symptômes, la fièvre également qui est inexplicable et les rougeurs là, dans les mains peut-être, la bouche, la langue également seraient les symptômes les plus fréquents. Est-ce qu'il y a des gens qui sont asymptomatiques qui pourraient avoir la maladie de Kawasaki? Non, si on ne fait pas de fièvre, on n'a pas certaines de cette constellation de symptômes. On n'a typiquement pas la maladie de Kawasaki. C'est un état inflammatoire fébrile. Qui active toute cette réaction inflammatoire. Moi, ça répond en général pas mal à toutes les questions que j'avais, Dr Dada. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter pour nos familles qui écoutent aujourd'hui en ce qui a trait la maladie de Kawasaki, mais aussi peut-être les rassurer en leur disant que, bon, finalement, il n'y a pas de lien nécessairement entre nos enfants qui naissent avec une malformation cardiaque et la maladie de Kawasaki. Par contre, que tout le monde peut la contracter. Je veux dire, il y a plus de chances que ce soit un problème héréditaire, je crois. C'est ça, Dr Dada, dans le sens que si personne dans ma famille n'avait ou n'a eu la maladie de Kawasaki, il y a beaucoup moins de chances que mes enfants l'aient versus si je l'ai eu moi auparavant, il y a plus de chances que mes enfants l'aient. Est-ce que vous avez comme des statistiques à ce niveau-là? Oui, disons, dans une famille où il y a déjà eu la maladie, le risque est peut-être double, mais on augmente d'une quarantaine sur 100 000 enfants par année, à peut-être 60 sur 100 000 enfants par année. Donc, encore une fois, le risque n'est pas exagéré pour mes enfants, mais relativement plus élevé. Il faut le prendre comme ça, naturellement, parce qu'on ne peut pas faire des paniques non plus. Un enfant qui a un Kawasaki, que ses enfants sont vraiment en risque. Moi, personnellement, j'oublierais ça. Je dirais que pratico-pratique, on a les chances, comme tout le monde, peut-être un peu plus, ni moins.
Et encore, je répète, le point le plus important, s'il faut prendre un message, c'est 5 jours de fièvre avec les symptômes qu'on a cités, ne pas traîner, poser la question. Personnellement, je reçois régulièrement aussi, que ce soit des emails ou des appels. Les pédiatres au Québec connaissent très, très bien la maladie. Les urgentologues aussi, on a une génération depuis une quinzaine d'années où tout le monde est prêt à reconnaître la maladie. On n'est pas dans le vague. On la connaît comme des champions, on sait comment la traiter. Il suffit de sonner l'alarme. Est-ce que mon enfant a la maladie de Kawasaki? On va vous répondre, on va faire le nécessaire. Vous l'avez mentionné, Dr Dada, dans le cas des enfants qui naissent avec une malformation cardiaque ou juste les enfants, on sent que les pédiatres et les cardiologues sont très présents auprès des familles, ne serait-ce que pour rassurer toutes nos familles dans le contexte actuel. Je pense qu'il y a beaucoup plus de communication qui se fait entre cardiologues et pédiatres et parents, vraiment dans l'inquiétude de nos parents, puis c'est normal. Je pense que c'est tout ce qu'on désire en bout de ligne, c'est la santé de nos enfants. Donc, je pense que ça vaut la peine, encore une fois, de vous remercier de votre disponibilité, autant pour vos patients, mais que pour tous les gens qui écoutent ce Facebook Live-là, les cardiologues également qui prennent part à l'élaboration de ces capsules informatives-là, nous permettent de vraiment bien cibler, bien expliquer ce que c'est que les différentes réalités que les familles vivent. Nous, on est très reconnaissants envers la disponibilité que vous avez. Puis, je pense que les familles aussi sont reconnaissants de savoir qu'ils sont près de leur médecin et qu'ils sont très près d'avoir des réponses également à leurs inquiétudes. Donc, si on peut inviter les gens à continuer à avoir cette conscience tranquille, parce qu'il ne faut pas alarmer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la maladie Kawasaki n'est pas partout autour de nous. Il ne faut pas toujours penser que si notre enfant aura la maladie de Kawasaki, si jamais il a un symptôme ou de la fièvre, par exemple. Mais c'est toujours important de rester à l'affût, de rester à l'écoute, en fait, de la santé puis du bien-être de nos enfants. Surtout parce qu'ils sont plus à risque d'avoir cette maladie-là dans le contexte de la maladie de Kawasaki, mais de ne pas s'alarmer puis de continuer à vivre la vie comme on le vit normalement. Je pense que c'est ça qui est important, puis de rester en santé, puis si jamais on a des questions, bien, de se retourner vers nos cardiologues, nos pédiatres, nos spécialistes qui connaissent vraiment les maladies, mais aussi nos enfants. Puis je pense que c'est tout à votre honneur, Dr Dada. Je pense qu'il faut retenir l'honneur à la société qui est très civile dans les crises de maladies et tout cela, on le voit tous les jours dans la COVID, mais aussi l'état et le niveau de confiance que font les gens au système de la santé est excellent. Et personnellement, je suis toujours reconnaissant aux familles et aux enfants qui nous font confiance. On peut les aider mieux. Merci. Merci beaucoup, Dr Dada, professeur à l'Université de Montréal et pédiatre, spécialiste. Merci de votre temps. Merci de nous avoir aidés à informer les gens encore une fois. Il y aura d'autres capsules de ce genre au courant de l'année. Donc, on invite tout le monde vraiment à se connecter. Et n'hésitez pas, si vous n'êtes pas disponible lors du Facebook Live, et les capsules seront disponibles sur le site web de la Fondation En-Cœur, le www.en-cœur.org, ou bien le Facebook de la Fondation En-Cœur également. Donc, merci beaucoup, Dr Dada. Merci à vous. Et passez une belle fin de journée. Et je dis à tout le monde merci et au plaisir de vous revoir pour les capsules informatives de la Fondation En-Cœur. Merci. Fin de journée.